Aujourd'hui, nous abordons le cas du harpé chez le cheval, principalement la forme australienne qui sévit de plus en plus dans nos régions. Et c'est le docteur Casamata de la clinique équine de Conques en Gironde qui nous explique le cas d'un jeune cheval atteint de harpé. Le trajet en vent, ça l'a pas trop servi. Hein. Ouais. Redescendez. Allez hop. Voilà, c'est bien. Docteur Casamata, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement qu'est-ce que le harpé? Le harpé, c'est une affection neurologique, neuromusculaire, qui se caractérise de façon très typique, comme c'est présenté sur ce cheval-là, avec des mouvements d'hyperflexion au niveau des postérieurs, d'hyperflexion des jarrets. Vous avez différents stades, des stades très légers, puis des stades un peu plus importants, comme sur ce cheval-là, où vous allez carrément avoir un cheval qui va se taper les boulets sous le ventre. Et voilà, vous avez des chevaux qui sont plus modérés, à savoir que seulement dans des conditions de stress particulières, passer une grille, monter dans un pont, enfin dans un vent, etc. Vous allez avoir ce mouvement d'hyperflexion donc dans ces conditions de stress. Et puis d'autres chevaux où ça va être permanent et à l'extrême, il y en a certains qui peuvent plus se déplacer et qui sautent comme des petits lapins. Donc voilà, il y a toute une gamme d'intensité de symptômes. Mécaniquement, enfin en termes de mécanisme d'action, il y a une lésion neurologique qui affecte la transmission de l'information nerveuse et qui produit ce mouvement d'hyperflexion. Donc au lieu d'avoir, comme beaucoup d'anomalies neurologiques, une paralysie, on a au contraire un phénomène d'hyperflexion, d'augmentation de la flexion, si vous voulez. Après, la cause, c'est attribué à une toxicité d'origine végétale, donc il y a des plantes. La plante classiquement incriminée, c'est ce qu'on appelle la porcelle enracinée, donc Hippocoeris radicata. En fait, il y a plusieurs plantes qui provoquent ça. C'est un type de pissenlit en fait. Principalement des pissenlits. Mais c'est aussi combiné à des conditions climatiques qui vont favoriser la pousse de la plante et probablement favoriser la pousse de d'autres plantes au même moment qui vont aussi participer à ça. Donc il y a cette plante là qui est connue, mais il y a probablement d'autres choses au même moment dans le pré qui vont provoquer ça. Donc c'est des chevaux qui vivent au pré, qui principalement pendant l'été il n'y a plus rien à manger d'herbes classiques. Et à ce moment-là, ils ont tendance à compenser et à se rattraper sur des plantes mauvaises herbes et principalement des types de pissenlit. Et au niveau des traitements, donc on a ce jeune cheval qui a plusieurs traitements a priori pour le harpé. L'approche du harpé va dépendre de différents paramètres. C'est l'intensité du harpé, l'âge du cheval et principalement son niveau de carrière, et puis après les attentes des propriétaires. Quand on est sur des RP très importants, nous on a tendance à orienter vers une approche chirurgicale. Quand on est sur des RP plus modérés, discrets ou modérés, comme on avait sur lui au début, on a pris une approche conservatrice. Donc déjà on sort de son milieu de vie classique, on évite de l'exposer au pissenlit, même si de toute façon lui s'est intoxiqué principalement en août. En octobre, quand on l'a vu, le pissenlit et sa toxicité étaient probablement déjà très réduites. Mais déjà, par principe, on sort de ça, et ça, c'est un des premiers réflexes à avoir. Quand on voit apparaître le début de RP, il faut changer de prairie. Et puis, à fortiori, mettre dans une prairie où on ne voit pas de pissenlit. D'accord. Et après, l'autre aspect, c'est l'approche médicamenteuse. Et on utilise des anticonvulsivants du MEN, ce qu'on appelle la phénitoïne. Et on essaie de faire un traitement de 1 mois, 2 mois. Donc ça atténue les symptômes, c'est ce qui s'est passé pour lui. Mais à chaque fois qu'on arrête, ça revient. Donc on arrive à un stade où on estime qu'on a fait suffisamment de traitement médical, sans résultat suffisant pour envisager une activité montée. Donc à ce moment-là, on passe à la chirurgie. Il y a pas mal de chevaux qui vont évoluer spontanément bien. Donc l'idée de mettre la phénitoïne, c'est de diminuer l'intensité des symptômes,
le temps que la maladie s'atténue un peu spontanément, si vous voulez. Voilà. Et il y a des chevaux, même sans traitement, qui évoluent spontanément. Voilà. Donc quand ils sont modérément atteints, on met le traitement pour donner du confort au cheval le temps que les choses évoluent. Bon, sur lui, ça ne marche pas. Donc voilà. là, vous passez à la chirurgie. À la chirurgicale. L'approche chirurgicale, donc ça consiste en quoi? Vous aviez l'approche chirurgicale, ça consiste à faire une petite chirurgie sur ce qu'on appelle, on fait une ténomyotomie de l'extenseur latéral des doigts. D'accord. Donc on coupe globalement un muscle et son tendon. Donc le muscle, il va descendre ici, il est là. On va couper le muscle là, hop, il descend ici et on va couper son tendon là, juste sous mes doigts, c'est ça qui roule sous les doigts. Ah, ok, donc on coupe là, et après on retire, en tirant d'en haut, on retire le muscle et son tendon. Voilà. Et en fait, on coupe un des effecteurs, un des mécanismes, un des effecteurs de cette hyperflexion. Voilà. Donc c'est une manière d'approcher le problème et le cheval ne fait plus ça. Le principal problème de faire ça, le cheval ne souffre pas, il a pas mal, enfin tout va très bien. La seule chose, c'est que ça s'intensifie, il se tape, il se fait des plaies, et puis à l'extrême, il tombe sur les boulets. Et quand on commence à avoir des plaies sur les boulets, c'est compliqué. Donc ça, c'est pour l'aspect un peu, je veux dire, quotidien. Mais pour l'aspect sportif, clairement, il est inutilisable aujourd'hui, ce cheval-là. Voilà. Donc voilà, et c'est des chirurgies qui sont très bien tolérées, qui fonctionnent très bien, qui sont bien tolérées. Plus on le fait tôt, et mieux c'est. Donc c'est aussi pour ça que parfois on dit on ne fait pas le médical, on fait directement la chirurgie. Donc là c'est une gestion avec le propriétaire. Il y a certains propriétaires sur lesquels on va aller directement en chirurgie parce qu'ils ne veulent pas attendre. Et puis on a d'autres, on essaie d'être plus progressif. Tout dépend un peu des attentes, quoi. Il y a un temps de rééducation, je présume, après? Globalement, il faut déjà un temps de cicatrisation. On va se donner, s'il n'y a pas de complications, on va dire 1 mois pour être tranquille. Et puis après, une rééducation derrière, c'est assez rapide. Si la plaie tient bien, c'est des chevaux qui, on va dire, en 6-8 semaines, repartent sur un travail normal, quoi. Ah oui, d'accord. C'est pas, voilà. Il y a des petites complications qui au final finissent quand même toujours bien, mais comme on enlève quand même un bout de muscle, on fait une bonne cavité, il y a des hématomes qui peuvent se surinfecter, même dans des conditions d'hygiène bonnes. Le fait que le mouvement soit assez important, ça tire sur les plaies, elles ne sont pas très étanches. D'accord. Donc il y a ces facteurs-là qui induisent des risques. Au départ, c'est des hématomes, et puis après, il y a des petites surinfections. En pratique, par rapport à d'autres chirurgies, il y a quand même des complications, mais dans le fond, à la fin, ça se gère bien. Ça se gère bien. Au pire, les plaies s'ouvrent un petit peu, ça cicatrise en deuxième intention, ça se referme plus tard et ça va pas si mal. Donc après, il faut l'immobiliser un petit peu au box, le sortir tous les jours. Oui, mais par contre, il faut qu'il soit marché tous les jours. D'accord. Pour que rapidement, il reprenne son activité. Voilà, justement sans faire ça, mais en étant beaucoup plus dénié. Il n'y a pas d'examen complémentaire, le diagnostic il est uniquement sur l'aspect fonctionnel. Voilà. Donc ça c'est des formes de RP dits australiens parce qu'ils sont bilatéraux, c'est à peu près ce qu'on voit nous dans la région. Voilà. Bon, comme quoi le RP peut se soigner. Le RP se soigne bien. Il est conseillé quand même de venir rapidement quand on voit que le cheval a des signes. L'idée c'est de ne pas laisser traîner. On sait qu'il y a des chevaux qui évoluent spontanément, donc c'est pour ça que certains propriétaires ou vétérinaires disent oh ça va passer. Sauf que nous on voit ceux qui évoluent pas spontanément et en pratique ceux-là il faut les gérer tôt. Plus on les gère tôt et mieux ça va derrière. Voilà, bon. Bien. Okay. Merci Dr Casamata. Et puis bonne opération alors. Hein. Ça devrait bien aller. Allez chouchou. Allez. Ok, mets-toi en place. C'est bien. Donc là il y a un des symptômes qui est assez typique du RP, c'est la fonte musculaire, ce qu'on appelle l'amyotrophie, des différentes masses musculaires qui se font au niveau de la cuisse. D'accord. Donc c'est vrai qu'ici vous trouvez le profil assez normal, mais sous le grasset, on a globalement une baisse de masse musculaire. Donc ça c'est un des symptômes du RP. Bon, le symptôme le plus évident c'est la locomotion, mais ça fait partie des choses qui arrivent. D'accord. Okay, voilà. Vous le laissez? C'est bon? Allez, super. Oui, il y a des beaux pansements. Ouais.
Hein? Là, nous, ça. Là, on a un peu. Et voilà, c'est une chirurgie qui se fait debout, donc c'est assez intéressant, il n'y a pas d'anesthésie générale. Le cheval est tranquillisé de façon modérée, ça se fait sous anesthésie locale et c'est globalement très bien supporté pour que le cheval ait un caractère standard. Plutôt zen. Voilà. Mais c'est plutôt très bien supporté. Et la durée de l'opération, c'est environ 1h30 globalement, alors comme il y a on fait toujours, en général on fait les deux côtés, donc là, avec la mise en place, on va dire oui, 1h30, 2 heures. Matin, ça fait 3 jours que vous avez opéré coup de cœur du harpé. Alors qu'en est-il de son harpé aujourd'hui? Manifestement, ça va vraiment très bien. On a eu sur les premières 24 heures une évolution qui était moyenne et depuis hier, le cheval s'est vraiment bien amélioré. Il a toujours une petite appréhension quand il marche sur un sol qu'il n'apprécie pas ou qu'il appréhende. Et puis après, une fois qu'il est sur un sol régulier et qu'il est bien et qu'il n'a pas d'appréhension, à ce moment-là, il n'y a plus de mouvement d'hyperflexion qui soit significatif. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. C'est comme ça que ça doit se passer en général. Oui. C'est parfait. Donc il n'y a plus de signe de harpé et il peut bientôt rentrer chez lui. Et il va rentrer chez lui, j'attends quelques jours, le temps que la cicatrisation soit bien contrôlée. Les plaies sont toujours assez grandes. On a des petits risques d'ouverture de plaies, ce genre de choses, donc c'est plus de la sécurité à ce stade-là en fait. Donc on attend un tout petit peu.